Je vais vous donner. Je vous ai dit, j'ai fait ma thèse, moi, c'était à cette époque-là. Et à cette époque, c'était des maths. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'algèbre. Vous vous rappelez les vecteurs? Il y a quelqu'un qui se souvient des vecteurs? Il y en a qui se souviennent. Alors, en 2 mots, pour ceux qui se souviennent des vecteurs, le search, c'est super simple. C'est hyper simple. Vous avez un espace, donnez-moi 3 minutes pour les matheux, parce que vraiment c'est simple. Et quand on comprend à quel point c'est simple, c'est beau, quoi. Les maths, c'est beau. Je vais vous expliquer à tout le monde, les maths, c'est beau. Vous avez un espace multidimensionnel, où chaque dimension, c'est un mot. Je vous le fais super simple et vous allez comprendre le principe. Donc, vous savez comment le search marche ou pas? Je vous explique? Oui. Multidimensionnel, chaque dimension, c'est un mot. Vous faites ça. Alors, imaginez un vocabulaire, pardon, vous ne pouvez pas imaginer un espace de plus de 3 dimensions, je ne pense pas. Imaginez un vocabulaire où il y a 3 mots, et en fait, chaque document va être un vecteur dans cet espace. Selon la fréquence de ce mot, la fréquence de ce mot, la fréquence de ce mot, ça donne la coordonnée d'un vecteur qui est ce document. Mon document est représenté dans un espace de plein de mots. Maintenant, ma requête, ma query, celle que vous rentrez, c'est aussi un mini-document. Je la représente aussi comme un vecteur. Et je vais calculer comme la similarité entre une requête et un document, c'est l'angle, c'est le cosinus de cet angle. Vous vous rappelez le cosinus? Non, si, c'est vrai. Plus c'est proche, plus les vecteurs sont proches, le cosinus va être 1. S'ils sont complètement, ils n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre, le cosinus va être 0. C'est tout. D'accord? C'est tout. Ça s'appelle le vector space model, c'est des maths, c'est super mignon. Donc c'est du calcul matriciel à une dimension en permanence. Alors ça, si on avait fait ça, ça nous aurait pris un temps fou. Oui, c'est monstrueux en termes de ressources. Alors il y a eu un truc très simple qui a été fait, qui est encore plus simple que ça. Vous avez tous vu un livre, à la fin d'un livre, il y a un index. Alors maintenant, on peut prouver que ce calcul de cosinus, au lieu de faire ce énorme calcul matriciel, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre tous ces mots-là, tous ces mots qui existent. Ce que je vais faire une table des matières, un index, si vous voulez, à la fin. Pour chaque mot, je vais dire dans quel document il apparaît, avec quelle fréquence, pour chaque mot, qui apparaît dans toute ma collection. Et je peux, en fait, en explorant cet index l'un après l'autre, si j'ai trouvé une requête qui a 2 mots, je vais voir l'entrée du premier mot, l'entrée du deuxième mot. Et je peux, en manipulant, je ne peux pas vous dire exactement comment, mais si vous faites un petit peu de maths, c'est super simple, trouver exactement la formule du cosinus. Et maintenant, avec ma requête qui a 2 mots, je fais 2 accès, boum, j'ai calculé le cosinus, je n'ai pas besoin d'aller voir, je ne vais voir que les documents qui contiennent ces 2 mots, et c'est tout, pas tout le reste de l'espace. Donc ça me simplifie tout, et je n'ai pas besoin d'une matrice. Ah, vous avez tous les maths et en informatique, vous avez tous compris. Mais non, ce truc-là, c'est vieux, ça marche encore. Je voulais vous raconter parce qu'aujourd'hui encore, vous avez peut-être entendu parler de PageRank, etc., mais encore aujourd'hui, bien sûr qu'on utilise ça. Toutes ces fondations des années 80, le type qui aujourd'hui dirige le search de Google, c'est un type brillant en indien qui s'appelle Amit Singhal. Il a fait sa thèse à Cornell chez Jerry Salton, qui a inventé ça. Donc c'est ancré en nous complètement. Et pour être meilleur, c'est une question de précision des vecteurs? C'est pas la précision de vecteur, c'est qu'est-ce que c'est. On va pas faire des mots, on va faire de la normalisation, il y a plein de signaux après ça. Ouais. Ça c'est super simplifié, mais après il y a des centaines de paramètres. Mais la base, le kernel, c'est ça. On ne peut pas utiliser la structure de web. Donc ça c'est un papier super connu qui est en fait un type de Yahoo qui s'appelle André Border, un ex-IBM qui a inventé ça, qui a dit que le web a une structure de graphe. Et en fait c'est ridicule de considérer tous les documents comme égaux. Il y a des documents qui sont plus importants que d'autres pour la même requête. Document égale vecteur, n'est-ce pas? Exact. Mais c'est sérieux, c'est de la logique, arrêtez. Allez prendre un café. Ils ne comprennent pas maintenant. Alors Google, qu'est-ce que à cette époque-là, en 98, 2 efforts. Et là qu'on parle du boîte qui rate le coche, IBM, et donc mon gros boss Prabhakar et ce même André Broder étaient dans ce papier qui s'appelait les Hubs and Authorities, c'est les anciens IBM. Sergey Brin et Larry Page font PageRank. Qu'est-ce qu'ils disent? Les deux font le même genre de travail, mais un est très connu, l'autre beaucoup moins. C'est vraiment comme on rate le coche, avec les mêmes genres d'idées. C'est qu'ils vont dire que le graphe, tous les documents ne sont pas égaux. On va imaginer que c'est une carte routière. Imaginez que le web, c'est une carte routière. Chaque page, c'est une ville. Chaque lien, quand vous cliquez sur un document, vous sautez d'une page à une autre, c'est une route. Maintenant, on va lâcher sur cette carte routière plein de petits robots qui vont se promener de façon complètement aléatoire. Là où ils vont se rencontrer, c'est tous les chemins mènent à Rome, c'est un point important. À Jérusalem, pardon. Il n'y a pas un dicton pour ça. Et donc, c'est simplement ce qui s'appelle le random walk. Donc, les deux vont faire un truc, eux, ils vont faire un truc un peu plus compliqué. IBM, ils vont dire qu'il y a des pages qui s'appellent des hubs. Ils pointent sur des documents qui sont des authoritative.
Et les authorities sont pointées par beaucoup de hubs. Ils vont séparer le web dans un bipartite graph, je vais trop loin là. C'est pas grave, ils vont faire plein de maths dessus. Ils vont donner des scores à 6 pages, des scores qui sont statiques. Et ces scores-là, on va les combiner avec les scores qui sont purement statistiques de mon petit vecteur, etc. Ça plus ça vous donne Google. C'est une combinaison. Et ça s'appelle le link analysis, ça a fait une énorme révolution. Beaucoup de gens pensent que ça y est, voilà, c'est tout maintenant. Google a explosé grâce à PageRank. C'est faux. C'est terminé PageRank. C'était vrai à l'époque. Ça a explosé quand Google est sorti. Les hubs en autorité, il y a des tonnes de thèses écrites là-dessus aussi. C'est plus vraiment ça qui roule. C'est pas ça qui va faire la différence aujourd'hui. Ce qui fait la différence maintenant, c'est depuis les années 2000, c'est le usage feedback. Et c'est le truc de base qui est super important. Il y a un seul message que je vais vous donner quand vous rentrez chez vous. Vous soyez un petit peu self-conscious. La prochaine fois que vous faites clic sur un document, vous entrez une requête, vous comprenez que vous aidez énormément l'engin de recherche. C'est du collaboratif en fait. Même les moteurs de recherche. Alors c'est pas collaboratif dans le sens que on n'a pas une attitude proactive, mais finalement c'est la somme des... Non mais c'est une pondération implicite. C'est une pondération complètement implicite pour voter. Ce qui se passe, c'est que tous les engins de recherche savent ça. Tous les engins de recherche storent exactement toute votre requête. Et c'est pas parce qu'ils sont des accès de privacy, etc. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils vont utiliser ça. On sait quand, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde vous êtes rentré, vous avez rentré quelle requête, sur quoi vous avez cliqué, combien de temps vous êtes resté là-bas, combien de temps vous allez revenir. On garde tout ça et on va utiliser ça pour être plus intelligent. Pourquoi faire à 10 bah, oui. Alors la première application de ça, c'est Digiomil. Et si vous connaissez tous Digiomil, moi j'adore cet exemple parce que il y avait des tonnes de recherches qui avaient été faites sur le spelling. Comme vous connaissez sur Word, qui utilise des dictionnaires, c'est vachement compliqué. On va modeler, par exemple, savoir qu'il y a des inversions qu'on fait sur un clavier. Il y a des fautes d'orthographe que vous faites sur un clavier et pas quand vous écrivez. L'inversion de lettres, vous ne les faites pas en général quand vous écrivez, vous les faites sur un clavier. Donc c'était super brillant, vachement intelligent, des automates, des trucs super brillants. Arrive Google avec Digiomil, un truc tout bête, on va tout bêtement compter les choses, on va être capable de vous dire quelles sont les requêtes, les mots les plus fréquents, simplement de l'utilisation des utilisateurs. Un exemple, Schwarzenegger, si vous ne savez pas l'écrire, vous allez écrire comme j'ai écrit là-bas. Google va décider que en fait, ça ressemble vachement à Arnold. Que, non seulement il est tellement sûr de son coup, Google, qu'il va vous donner directement les résultats de Arnold. Mais en fait, si vous appelez, c'est même pas une blague, c'est vrai résultat. Si vous appelez Zalman Schwarzenegger, vous êtes fait avoir. Parce que, en fait, vous êtes complètement pertinent et ce qu'on appelle cette wisdom of crowd qui est décidée pour vous, ça montre les dangers du wisdom of crowd. Là, on va à la majorité des gens veulent ce Schwarzenegger-là, mais en fait, ce type-là, il va se trouver démoté parce qu'il est rare. Donc le problème, les bénéfices et les dangers de ces wisdom of crowd, d'aller avec la majorité des gens, c'est qu'en général ça marche, mais on peut se planter. Quand on s'appelle Zaman, d'ailleurs il vit à Dubaï, c'est génial. Il s'appelle Zaman, non, Bahreïn. C'est super intéressant, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. L'idée du spelling est très simple. Il y a 700 variations de Britney Spears. Mais c'est quand même fort, il faut être fort pour faire 700 variations. Mais la beauté du jeu, c'est que vous voyez que le premier match, le plus fréquent, est plus fréquent par un order of magnitude, ça veut dire par 10 fois plus fréquent que le deuxième. Ça veut dire vraiment qu'il y a un wisdom of crowd. Et ça, Yoel, c'est du collaboratif, c'est-à-dire que les 700, c'est quelqu'un qui les a tapés ou on voit les... Alors c'est pas on n'appelle pas ça des collaboratifs. Enfin, collaboratif, on se comprend, c'est ce que vous avez recueilli de tout le monde. C'est du usage data. On appelle collaboratif c'est quand vous et moi on a les mêmes goûts, on va essayer de dire d'après vos goûts je vais faire quelque chose. Là ça s'appelle du wisdom of crowd, je prends tout le monde ensemble, je compte tout bêtement et je vais être plus intelligent. Donc là c'est 700, mais demain ça peut être 720, c'est évolutif tout le temps. Là c'est 700 le jour où ça a été publié sur la page de Google. Donc c'est pas du tout important. Ce qui est important c'est la fréquence. Tout bêtement compter sur des tonnes et tonnes de données va donner des meilleurs résultats qu'un algorithme super intelligent sur peu de données. Donc c'est ça que je veux vraiment vous donner comme message. Usage data works. Ah oui, ok. C'est pour ça, et on revient là-dessus, qu'avec nos 600 millions d'utilisateurs à Yahoo, on a beaucoup de données et on peut faire plein de choses avec ça. Donc c'est un bonheur pour les chercheurs, on s'éclate. Le fameux algo Google dont tout le monde parle, il n'y a rien de très spécial dans l'algo. Si, il est sympa. Alors, à l'époque, il a fait la différence. Plus maintenant, à l'époque, oui. Parce que c'était le premier jeu. Mais ouais, parce qu'ils ont de l'expérience suffisante pour faire ils ont fait une très belle adaptation. Ils savent parfaitement, Google sait parfaitement avec toutes les boîtes, ils savent parfaitement utiliser l'usage data. Si vous avez entendu parler du honeypot que Google a fait sur Microsoft récemment, c'est en plein là-dessus. Je vous parlerai de ça après.
Ils ont fait un piège sur le usage d'État, ils ont piégé Microsoft, c'était méchant. C'était très rigolo, mais c'était bien méchant. Avec Bing, ouais, ça ils le ont fait que bien Bing piégé, récupère les données. Ils ont probablement, Microsoft l'a probablement fait de bonne foi, mais ils se sont fait avoir big time. Sujet, je ne vais pas vous en parler, vous avez entendu parler par David, je suis sûre, on était très fiers de ça. Mais quand même que vous sachiez qu'une des raisons pour laquelle nous, on a dû, quand j'étais encore à Google, la raison pour laquelle on a fait le launch de Google Suggest en 2008, c'est parce que Yahoo a sorti Search Assist en 2007. Yahoo a fait ça avant, il faut bien savoir que les premiers qui ont sorti ça, c'est Yahoo, c'est pas Google. Et nous, moi j'étais à Google à ce moment-là, on était vachement jaloux. Grâce au retour des utilisateurs. Non, c'est parce qu'ils ont eu l'idée avant. Yahoo était toujours très... tout le monde fait la même chose, ok? C'est le premier qui va lancer le produit, c'est tout. Dans ce coup-là, Yahoo était très innovateur sur le front-end et l'a fait avant. Search Assist est sorti bien avant. Il y a des trucs très sympas, par exemple, il y a des choses qui n'existent pas sur Suggest qui sont très sympas depuis longtemps. Vous allez sur les images, sur Yahoo Search, sur l'image, vous avez directement les thumbnails qui sont déjà mis, c'est sympa. Il y a eu plein de trucs sur le... Google a fait des pubs à un moment sur le Suggest. Moi, celle mon préféré, c'est vraiment, on devine directement, un peu, c'était avant Instant, que probablement vous connaissez, l'idée de dire on est tellement sûr de quelle va être votre requête avant même que vous l'avez terminée, que vous montrez déjà des résultats. C'était le précurseur de Instant. Yahoo, par exemple, sur Yahoo, si vous êtes dans Yahoo Movies et vous rentrez Avatar, on sait, bien sûr qu'on sait votre intention, on sait que vous voulez un movie, donc vous ne voulez pas la définition d'Avatar dans la mythologie indienne, vous voulez Avatar le movie, et donc on va vous montrer la fiche du film, ou des reviews, ou des showtimes. Mais toujours le danger de ça, c'est qu'il y a toujours un super danger sur cette Wisdom of Crowds. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez les lire. Les gens pensent que c'est the voice of the search engine, mais c'est vraiment la voix des utilisateurs, et c'est super dangereux. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'utilisateurs qui ont fait la même requête, c'est sûr vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle du hate ou du porn. Vous ne pouvez pas avoir du hate, ce qu'on appelle le hate ou le porn, des trucs offensifs. Par contre, si vous avez que 10 utilisateurs, parce que c'est une requête vachement rare, vous allez voir des trucs bizarres. Ce Wisdom of Crowd ne marche plus sur les grands nombres. Il ne marche pas sur les petites communautés. C'est le problème, vous connaissez surtout ça. Le search dans les entreprises ne marche pas, le search sur le web marche. Comment ça se fait? Ça devrait être hyper plus compliqué à large scale qu'en petite scale, parce que la précision, voilà, vous savez, la précision se plante, on n'a pas assez de statistiques. Ouais. À chaque fois que vous entrez une requête et que vous corrigez vous-même, à chaque fois que vous faites un clic sur un résultat, vous votez en fait. Vous faites un vote implicite. Si j'accumule ces données sur des centaines de millions d'utilisateurs, je change mon ranking et je suis plus pertinent. Okay, ce usage data est vraiment un game changer. C'est ça qui fait la différence dans la qualité des résultats. Un newcomer, quelqu'un de nouveau qui vient dans le système et qui va essayer d'avoir les meilleurs résultats, s'il n'a pas l'usage data, même s'il a les meilleurs algorithmes de la Terre, il va se planter. D'accord? Je vais vous expliquer ça un peu plus techniquement dans 2 minutes. Et en fait, si vous comprenez l'alliance maintenant Microsoft-Yahoo, nous on a besoin de l'électricité des data centers de Microsoft. Bing a besoin du usage data de Yahoo parce qu'on a quand même des centaines de millions d'utilisateurs. C'est un win-win. On va leur donner nos clics, ils vont nous donner leur back-end et leurs data centers. Et à ce moment-là, nous, on peut se concentrer sur là où on est fort, ça veut dire le front-end. On a toujours été très fort sur le front-end. Quelque part, on s'en fiche si la relevance est un petit peu différente, parce qu'honnêtement, si vous avez un résultat qui est en 3e position ou en 2e position, c'est pas pour ça qu'un utilisateur va changer d'engin. Par contre, si vos résultats sont lents, vous n'allez vraiment pas être content. Et nous, en libérant nos data centers, on peut prendre tous les data centers sur le front-end et faire des trucs nouveaux, innovatifs, chercher des trucs nouveaux. Et eux, ils ont des clics et donc ils peuvent améliorer leur performance. C'était ça l'histoire de l'Alliance. Et je mets à part toutes les histoires de business, d'argent, je comprends rien. Mais au niveau technique, ça m'était vraiment, ça make sense. C'est vraiment un échange de bons procédés. AOL, quelle année c'était? En 2006, AOL, en 2005 en fait. AOL a fait un truc vachement sympa. Vraiment, ils avaient que des bonnes intentions. Ils ont donné aux chercheurs ces logs que je vous ai montrés au début. Ils ont dit, ok, pas de problème, on va enlever l'identité de l'utilisateur, on va enlever son IP number, son adresse IP, on va donner ça aux chercheurs pour qu'ils fassent de la recherche dessus et qu'ils puissent faire du wisdom of crowds, etc. Vachement sympa. Aucune intention mauvaise, ils libèrent ça. Et il y a des petits malins, au New York Times, des journalistes, qui ont fait un petit exercice très sympathique. Ils sont allés chercher des requêtes rares. Et ils ont trouvé que l'utilisateur numéro 4417749 a fait plein de recherches où il y avait dedans, il parlait de numb fingers, donc des doigts un peu lourds, des hommes, des célibataires de 60 ans,
d'un chien qui fait pipi sur tout. Et en fait, mais il y avait d'autres requêtes qui étaient super rares. Landscapers in Milburn, Georgia. Milburn, Georgia, c'est une toute petite ville. Ensuite, on parlait des home subdivision. Imaginez comme ça va réduire de plus en plus la possibilité. Plus fort, c'est en fait un nom de famille qui s'appelle Arnold. Ces journalistes, c'est très simple, ils ont vu que c'était le même utilisateur. Ils sont allés dans le votin. Et ils ont cherché, ils ont trouvé une Théma Arnold qui habite là-bas. Il y avait combien d'Arnold qui habitent dans ce coin-là et qui ont fait... Et en fait, ils sont allés voir cette dame de 62 ans, ils lui ont montré ses requêtes, et elle a dit, en effet, ce sont toutes les miennes, je suis bien l'utilisateur 4K. Ouch! Ah, vraiment ouch, parce que bien sûr, elle avait quand même fait des requêtes qu'elle n'avait pas très envie que ses voisins sachent. Mais c'est une histoire vraie, super article du New York Times. Tous les types d'AOL qui étaient dans cette histoire-là ont été virés, renvoyés. Une grosse bourde, ils n'avaient pas pensé, ils ont voulu être sympas, ils sont plantés. Donc il y a beaucoup de dangers de privacy. Si vous donnez cette information des requêtes en dehors, il faut faire vachement attention. Voilà, mais c'est une petite anecdote, mais c'est marrant. Ce wisdom of crowds marche, mais c'est dangereux. Donc un dernier message, je vous ai parlé beaucoup de l'usage data à large scale. On a vraiment besoin de cette wisdom of crowds, on a vraiment besoin d'apprendre plein de choses sur vous, mais il y a toujours un danger de personnalisation. On veut personnaliser pour vous, mais c'est toujours super dangereux parce qu'on peut faire de trop de personnalisation. Quand on va vraiment sur ce long tail, on se plante. C'est l'exemple de Suggest avec ces requêtes de Nokia is Jewish, des choses comme ça qui sont vraiment très dangereuses. C'est de l'over-personalization. Et on a toujours des problèmes de privacy. C'est en fait, c'est le triangle qui tue pour nous. On pourrait être extrêmement plus fort en science si on n'avait pas peur de la privacy. Bon, mais bien que maintenant, le search et la privacy, c'est un peu moins important parce que Facebook, il met tout le monde dans sa poche, c'est tellement plus intrusé, disons, ce qu'il fait. Et le problème de personnalisation, on est obligé d'utiliser la wisdom of crowds pour faire des trucs intelligents, mais d'un autre côté, on ne peut pas tous vous mettre dans des cases. Et moi j'ai un truc de base si on fait de la démographique sur moi et on voit une femme entre 40 et 50 ans, ils vont nous mettre des pubs qui vont m'exaspérer, je ne sais pas, de Victoria's Secret, et pas de foot. J'adore voir les matchs de Maccabi Haifa. Et ça m'exaspérera quand ils font des trucs en gros. Chacun a son petit truc, ses petits goûts un petit peu bizarres. Et juste pour terminer cette phrase, il y a un papier par des chercheurs de Yahoo qui a été fait l'année dernière et qui en fait un petit peu, qui nous réconforte un petit peu dans cette histoire de personnalisation. Oui, on fait le wisdom of crowds, oui, on apprend le mouton de panure, on peut prendre toutes les métaphores que vous voulez, mais un truc qui est très important, il faut toujours se souvenir, vous avez des besoins qui ressemblent à tous les besoins des autres. Vous savez, ce 80-20%, cette loi de 80%, 20%, mais en fait, ces chercheurs ont prouvé que c'est pas qu'il y a en fait des gens super brillants qui sont éclectiques et qui ont plein de gens de goûts très bizarres et une masse d'abrutis qui sont tous des moutons de panurge. En fait, chacun d'entre nous, chacun a cette distribution. Ce papier s'appelle Ordinary People with Extraordinary Taste. On peut prouver que chaque utilisateur a des besoins tout à fait communs. Vous êtes comme tout le monde, vous avez des besoins un peu banals à la limite, et des goûts très très rares. Et c'est extrêmement important pour les engins de recherche de cibler tous ces goûts et pas simplement les goûts les plus populaires. Parce qu'autrement, vous allez switcher. D'ailleurs, si vous le savez, Amazon, c'est une histoire du succès d'Amazon. Amazon maintient des livres extrêmement rares, même s'ils perdent du fric, parce qu'ils font de l'argent sur tous les head needs, c'est-à-dire les besoins très populaires, parce qu'ils ne veulent pas que vous alliez essayer avec un concurrent. Les gens veulent un one-stop shop, ils veulent au même endroit avoir tout. Donc ça garde. Donc la diversité existe encore, il faut continuer à servir la diversité, et même si on fait des trucs super forts sur les grandes populations.